Vous êtes tous déjà tombés sur le catch au moins une fois à la télé. Certains s'y sont plus intéressés que d'autres, mais moi, comme beaucoup, j'ai été choqué quand j'ai appris que c'était complètement scripté en fait. C'est plus un spectacle qu'une véritable performance sportive. Mais quelque part, on pourrait se dire que tous les sports sont d'une certaine manière un peu scriptés. Je connais même des personnes qui pensent que tout est écrit à l'avance. Et c'est vrai que ça peut se comprendre, on peut imaginer ce scénario-là, même si c'est souvent les mêmes qui sont un peu complotistes sur tous les sujets. Mais bon, c'est pas trop le sujet, je voulais plutôt qu'on se demande s'il n'y a pas justement une part de vérité dans le complot autour du sport, ou si on peut parler aussi du sport-spectacle, est-ce que ça serait par exemple un danger pour les valeurs du sport. Avant ça, abonne-toi et like pour pas louper mes 3 vidéos par semaine qui arrivent. En vrai, les sportifs, ils font face à pas mal de pression, en vrai, mine de rien, par rapport à leur performance, parce qu'ils se sont évidemment obligés de gagner, hein, quelque part, c'est un peu normal, et du coup, les résultats arrivent à en prendre le dessus sur le plaisir de faire du sport, ça c'est pas ouf, ce qui crée évidemment un stress permanent et des attentes très très élevées pour les sponsors et les médias. Il y en a qui jouent très bien avec ça, mais d'autres où c'est assez compliqué. En tant que fan, force est de constater qu'on a tendance à être super exigeant évidemment avec les équipes ou le pays qu'on supporte. Mais pour certains joueurs, c'est eux-mêmes qui se mettent la pression et qui s'obligent en quelque sorte à performer au détriment du plaisir. Et ça pose des vraies questions sur les risques pour la santé physique et mentale des joueurs, avec aussi une fatigue qui peut être excessive et donc très dangereuse, et des blessures fréquentes, comme on voit avec le PSG récemment. C'est comme ça que sont apparues de nouvelles pathologies comme la bigorexie ou le surentraînement. La bigorexie en gros c'est l'addiction au sport et le surentraînement c'est le fait de trop s'entraîner qui peut entraîner des dommages notamment physiques mais aussi psychologiques. Ça peut même mener à des formes de dépression donc c'est quand même quelque chose qui peut être assez grave. Après faites du sport quand même, hein, c'est pas pour autant parce qu'il y a très peu de risques que vous soyez en surentraînement ou en bigorexie. Vraiment il faut déjà faire du sport avant d'arriver à ces stades là et je pense que même quand tu es en bigorexie c'est mieux que d'être en très mauvaise santé parce que tu fais pas de sport. En tout cas c'est pas toi avec tes 2 entraînements à Basic Fit qui va devenir bigorexique, ça c'est sûr. Autre point qui peut poser des questions, c'est sur le dopage. Alors on n'est plus trop sur une période du prime du dopage, mais il y a quand même des sportifs qui cherchent absolument la performance et ils en arrivent donc à chercher des produits dopants évidemment dangereux pour la santé et qui sont donc interdits. On rappelle, entre 99 et 2005, Lance Armstrong, il a gagné 7 fois d'affilée le Tour de France avant qu'on se rende compte que il avait triché. Certains poussent tellement loin leur dopage qu'ils finissent par complètement dominer leur sport. Mais pour rien, parce que tous ces titres ont été annulés, c'est quand même con. Mais qu'est-ce qui nous dit que tous les plus grands sportifs du monde sont pas dopés et qu'on n'arrive juste pas à le détecter? Ma vision des choses, c'est que en fait la plupart sont dopés et juste on n'arrive pas à le détecter. Par exemple en cyclisme, je pense que certains disent que Pogacar est dopé, mais à mon avis, en fait, ils le sont tous. Et quelque part, c'est pas si grave. En fait, c'est ok, et c'est juste du divertissement. C'est hyper marrant de voir ces mecs monter une côte en 3 minutes alors que je la monte en 10. Évidemment, de ce fait, ils se mettent en danger, leur corps notamment, et ça peut avoir des conséquences très graves, même psychologiques. Je fais de la muscu depuis 3 ans, mais c'est vrai, le sport le plus cliché du dopage, hein, les bodybuilders, etc. Vous avez juste à regarder Mister Olympia pour vous rendre compte que les mecs sont pas naturels. Bon, c'est plus le prime avec Schwarzenegger et Coleman, mais ça reste des mecs qui sont énormes. Mais au final, il y en a plein qui font plein de problèmes de santé, notamment des crises cardiaques après plusieurs années, décennies, voire parfois de prise de produits. Et ça va des petits bodybuilders qui font ça pour le plaisir, à de très grands et très célèbres qui donc meurent après des années de pratique au sommet. Donc faites pas ça, hein, c'est de la merde évidemment. C'est évidemment donc un très mauvais exemple pour les jeunes qui donc s'écartent d'un esprit sportif qui voudrait que chacun joue avec ses armes et pas avec des choses qu'on se rajoute et qui sont pas naturelles et même dangereuses. Donc le sport c'est globalement bénéfique, mais ça peut mener à des dérives qui peuvent avoir un gros impact sur la jeunesse, notamment parce qu'elle peut avoir envie de se doper, ce qui est de la merde comme on l'a vu juste avant, mais aussi juste parce qu'elle peut s'imaginer atteindre des performances qui sont en fait inatteignables sans être dopée justement. Troisième point, et peut-être l'un des plus importants, c'est qu'il y a trop d'argent, et je pense qu'on est assez d'accord pour se dire qu'il y a trop d'argent dans le sport. C'est devenu un véritable commerce, et les salaires sont par conséquent très élevés. Bon là on pense évidemment à un moment charnière du foot qui est l'arrêt Bosman. J'en ferai une vidéo très prochainement. Mais en gros, c'est le moment qui a complètement redéfini les codes du foot moderne
avec notamment les transferts, les prix exorbitants des joueurs, des salaires, etc. C'est vraiment un moment clé. On a des transferts en plus à plusieurs dizaines de millions, centaines de millions parfois, et des clubs qui sont donc soit de plus en plus riches, soit de plus en plus pauvres, et donc les écarts se creusent, les clubs riches étant évidemment largement avantagés. Bon, le tapin là, ça aurait encore été de parler de foot, mais cette fois, je vais vous parler plutôt de Formule 1. Depuis 2021, les équipes ont une limite de dépenses grâce à un budget cap qui a mis en place la discipline. Parce qu'avant, c'était festival. Les top teams, ils faisaient des dépenses astronomiques alors que les petites équipes elles ne pouvaient pas suivre et ça a découragé beaucoup de gens de rejoindre la Formule 1. C'est notamment entre autres ce qui a pu donner envie à Audi de rejoindre la discipline puisque avec le budget cap et la nouvelle réglementation, ils ont toutes leurs chances. Bon, malgré tout, l'argent qui est mis en Formule 1 reste titanesque, ce qui limite quand même l'arrivée de toutes petites équipes comme il pouvait y avoir dans les années 80 et même avant. Et donc on va avoir des compétitions qui vont être de moins en moins équitables au fil du temps. Et ça, c'est vraiment dommage. Par exemple, le sport aux US, il est basé sur un principe de franchise. Il faut payer des droits d'entrée colossaux pour participer au championnat. Et ça limite évidemment les arrivées de nouvelles équipes. Ça, c'est quand le championnat est ouvert parce que parfois il est complètement fermé. Et là, on peut parler par exemple de la majorité des championnats nord-américains, la NFL, la NBA. Et cet argent, il permet malgré tout peut-être de créer une certaine médiatisation, mais souvent, elle est assez excessive et assez pourrie, il faut le dire. Des fois, il y a trop de médiatisation pour rien. Et donc, on a des athlètes qui sont complètement observés, qui ont une vie privée complètement exposée. Donc, c'est plus vraiment une vie privée. Et donc, de la pression psychologique, comme je le disais au début. Alors, je sais pas si ça marche encore énormément, mais à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, je sais pas trop, mais il y avait plein de gens qui suivaient. Genre, il y avait des photographes, des paparazzis tout le temps qui prenaient en photo les stars. Et c'est notamment une des raisons avancées pour le décès de Lady Diana en 1997. Donc imagine, tu te fais suivre en permanence par des dizaines de photographes, tout ça pour finir avec ta gueule dans Paris Match, entre 3 interviews de la femme de Johnny pour promouvoir son nouvel album, alors que il est mort. S'ajoute à cela évidemment les réseaux avec les critiques permanentes qu'ils peuvent recevoir dessus. En plus de ça, tu te fais déglinguer par plein de tweetos qui font que ça de leur vie. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, je pense vraiment que les stars doivent apprendre à vivre sans les réseaux parce que ça doit être super chiant. Ça doit être super dur, surtout de prendre le recul nécessaire. Bon, après, il n'y a que des avantages, même pour nous qui ne sommes pas des stars, à quitter X. Je vous encourage évidemment à le faire. Alors quand on pense à violence dans le sport, on pense surtout aux supporters, dans les stades, des insultes, du racisme, de la haine, comme j'en ai parlé dans la vidéo juste avant. Mais il peut aussi y avoir une mauvaise image du sport en général, avec l'influence des rivalités sportives, mais qui vont parfois trop loin, et du coup créer de la violence qui est jamais bon, on va pas se mentir, c'est triste. Beaucoup de gens ont un avis négatif sur le sport, et juste pour cette raison-là. En vrai, on peut complètement les comprendre. Imagine, tu veux aller au stade, et en fait, il y a des mecs en train de se taper, et à la fin, il y a des décès. CF, ma vidéo sur le PSG, où je parle de tous les événements qui se sont passés dans les années 2000 aux abords du Parc des Princes. Et justement, en parlant du PSG, les déplacements de supporters lors des classicos, c'est juste interdit. Genre, un fan du PSG peut pas aller voir OM PSG à Marseille et un fan de l'OM peut pas venir voir un classique. Ce qui est quand même assez triste. Même si ça, c'est vraiment une raison de sécurité parce que justement, ils vont se faire taper s'ils viennent. Dernier point que je voudrais évoquer dans cette vidéo, c'est qu'on a une perte des valeurs du sport avec toute cette médiatisation croissante du sport, avec moins de respect, moins de fair play. Quand on voit bien les matchs de foot, tout ça, ça va pas du tout et ça transparaît sur ce qui se passe en vrai, même dans les plus petites catégories qui sont pas diffusées. On a un sport qui est éloigné de son rôle éducatif, qui a une influence même négative sur les jeunes parfois, alors qu'on a une victoire qui devient de plus en plus importante que l'effort en lui-même. Et bref, je me répète encore, mais les jeunes, ils vont reproduire les schémas qu'ils observent. Même si la violence, c'est quelque chose, selon moi, d'inné à l'homme, évidemment, le sport devrait l'inhiber et sevrer les personnes qui participent à de se taper dessus, par exemple. Après, pour tout ce qui est les valeurs de Pierre de Coubertin, tout ça, bon, là, c'est un peu abusé. Pour moi, c'est de la flûte. Moi, quand je fais du sport, c'est toujours pour gagner. C'est pas juste pour participer. L'important, c'est de participer, c'est complètement con pour moi parce que j'ai toujours intérêt à faire du sport, que ce soit pour gagner la compétition ou même de l'espérance de vie parce que faire du sport, oui, ça augmente de l'espérance de vie. Bon, pour conclure, je voudrais dire que le sport spectacle, c'est pas toujours négatif, ça peut être tout à fait positif. J'en parlais dans l'intro, mais le catch, c'est quand même assez marrant. Mais ça a quand même des limites et des dangers qu'il faudrait peut-être songer à résoudre. En fait,
Je pense que ce qui est important, c'est d'être nuancé dans son avis sur ces sujets-là. Moi, je pense qu'il y a des choses bien dans ce que j'ai évoqué dans cette vidéo et des choses qui sont pas ouf. Bon, abonnez-vous pour rester informé de la prochaine vidéo qui sort dans 2 jours. Allez, ciao!